Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et dans un instant, nous allons accueillir notre invité de la matinale. Je voulais juste ce matin faire un petit préambule. C'est pas dans l'habitude, dans les habitudes de la maison, comme l'on dit, mais on a été saisi par un auditeur suite à un message reçu à la rédaction de Bretagne 5, nous reprochant de ne pas inviter assez de femmes dans l'interview de la matinale. Notre auditeur a même poussé le luxe jusqu'à faire un comptage sur 5 mois. 10 femmes, 85 hommes ont été reçus au micro de Bretagne 5 matin. Notre auditeur s'inquiète, voudrait savoir pourquoi. Alors, on n'a pas de réponse à lui fournir. Simplement, voilà, le processus d'une matinale, c'est très simple. On invite des gens à s'exprimer tout à fait librement, quelles que soient les opinions politiques, puisque nous recevons toutes les sensibilités politiques au micro de Bretagne 5 matin. Et les gens sont libres de dire non, évidemment. Alors, il se trouve que plus d'hommes répondent à nos sollicitations que de femmes. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. Et je tiens quand même aussi à faire une petite précision, même à titre personnel, il n'y a aucune misogynie dans les démarches ou dans la démarche d'invitation à participer à la matinale donc de Bretagne 5. Voilà, nous avons une équipe très plurielle et on espère que ça continuera comme ça au moment où la liberté d'expression est de plus en plus chahutée. Je pense qu'il y a d'autres combats à conduire. Voilà, il fallait que ce soit dit. Il est 8h18 sur Bretagne 5. Notre invité est là. Alors après cette petite mise au point, c'est encore un homme ce matin qui va être au micro de Bretagne 5 matin. Nathan Guillemot, il est vice-président étudiant et vie étudiante à l'université de Rennes 2 pour l'Union Pirate. Merci infiniment d'être venu. Votre train était à l'heure et il fallait le souligner aussi aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon, merci de l'invitation. Alors on va parler des étudiants ce matin avec une semaine particulière, en tout cas la semaine dernière, où les étudiants étaient appelés à voter pour leurs représentants au conseil d'administration du Crous Bretagne. Alors on peut rappeler les chiffres, l'Union Pirate est arrivée en tête avec 49,5% des voix, 4 sièges. Bouge ton Crous, c'est la FAGE, est en deuxième position avec 34,31% des voix, 3 sièges. Et enfin l'UNI qui obtient un score de 11,76%, score trop faible pour avoir une représentation en siège. Alors voilà, vous allez me dire, c'est une élection, mais c'est une élection qui a soulevé des vagues et même des colères. On a même fait le coup de poing, on peut le dire. Oui, effectivement, malheureusement, c'est une élection qui a été émaillée de quelques tensions, pas trop fortes, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a eu effectivement un épisode d'un militant de l'Union Pirate qui a reçu un coup de poing à Sciences Po le premier jour de l'élection à 8h du matin, donc ça commençait très bien. Mais en tout cas, le reste de l'élection s'est quand même bien déroulé, il faut le souligner. Et c'était un événement qui a un peu émaillé cette campagne et on l'a dénoncé évidemment tout de suite, mais il faut dire aussi que le reste s'est bien passé et que notamment sur le campus où je suis, Rennes 2, la campagne s'est passée de manière très sereine, donc voilà, il faut quand même le souligner, c'était un épisode mais parmi une campagne plutôt calme, voilà. Est-ce qu'il y a, alors, on parle politique dans la matinale, est-ce qu'il y a une montée de l'extrême droite dans le, j'allais dire, dans le milieu étudiant aujourd'hui? Est-ce qu'on sent cette montée? On sait que Rennes 2 est plutôt marqué à gauche. Est-ce que vous ressentez ça? C'est difficile de faire une étude sur le milieu étudiant au sens large. Quand on regarde les résultats au niveau national, on voit que l'UNI a baissé en nombre de sièges. Donc on pourrait penser que non. Maintenant, on voit quand même que les idées progressent aussi. Alors en Bretagne, il faut le dire, l'UNI a progressé en termes de pourcentage de voix et de voix en absolu aussi. Et on voit aussi qu'il y a une organisation d'extrême droite qui monte en France qui s'appelle la Cocarde étudiante. Donc probablement qu'il y a une montée de l'extrême droite qui est concomitante avec la montée nationale, et une montée en France de l'extrême droite. Je pense que ça, tout le monde peut le constater. Elle a aussi lieu probablement dans le milieu étudiant, même si la jeunesse est sans doute plus imperméable à ces idées-là, et on voit que leur succès est quand même très modéré, il faut quand même le souligner, mais sans doute qu'il y a une montée, et nous on essaye de faire tout ce qu'on peut pour la combattre, ça c'est sûr. Alors on va parler des combats, il y en a plusieurs dans le monde étudiant aujourd'hui. Les élections au Crous, c'est important. Alors pour les auditeurs qui ne savent pas toujours comment ça fonctionne, c'est pas toujours facile de connaître les tenants, les aboutissants, et qui ne sont plus dans le monde étudiant, j'en connais même au micro de la matinale. En quoi c'est important ces élections? En fait, le Crous, sans doute que les auditeurs et les auditrices connaissent par le rapport du Crous à la vie étudiante au sens large, c'est-à-dire la restauration, le logement,
les bourses évidemment. Et en fait, le Crous, comme beaucoup d'institutions publiques, a un conseil d'administration qui est chargé de la diriger, ou en tout cas chargé de donner des orientations, de se prononcer sur un certain nombre de questions. Et donc, dans ce conseil d'administration du Crous, évidemment, il y a des étudiants, il y en a 7 en l'occurrence, et donc, élire des représentants étudiants, ça permet aussi de donner la direction vers lesquelles les étudiants veulent que le Crous aille. Et nous, notre liste, elle a porté des combats comme le repas à 1 euro pour toutes et tous, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, une allocation d'autonomie pour tous les étudiants, plus de logements étudiants. Bon, je fais pas tout le programme, mais en tout cas, c'est des élections importantes parce qu'elles donnent le ton sur les revendications qui sont celles des étudiants. Alors évidemment, c'est pas le seul baromètre pour avoir cette vision-là, mais ça permet quand même de montrer au Crous, au gouvernement, à l'administration de l'éducation de l'enseignement supérieur, que c'est ça que les étudiants demandent aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très important. Alors on parle souvent des étudiants dans la matinale de Bretagne 5, parce qu'on reçoit souvent des jeunes qui sont engagés en politique, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité, qui sont très souvent aussi encore étudiants. Et il y a un mot qui revient souvent, c'est la précarité. On constate aujourd'hui que des étudiants n'arrivent plus à étudier parce qu'ils n'ont pas assez de moyens, tout simplement, issus parfois de familles aussi qui n'ont pas les moyens de les aider. Il y a une grande disparité. Comment ça s'organise dans le monde étudiant? Comment on vient en aide à celui, à celle qui n'a pas les moyens? Il y a beaucoup de dispositifs qui existent. Moi, je suis de l'université Rennes 2 et il y a là-bas beaucoup de dispositifs. Nous, notre syndicat, l'Union Pirate, on met en place des distributions alimentaires ouvertes à tous les étudiants qui le souhaitent, qui auraient besoin d'un petit complément ou de ça pour se nourrir. Il y a aussi par exemple des épiceries solidaires, il y en a de plus en plus, malheureusement sans doute, mais faut aussi voir le côté positif qu'il y a de la solidarité qui s'organise et qui s'auto-organise, des épiceries solidaires, et aussi nous on essaye en tant que syndicat d'accompagner les étudiants vers toutes les aides qui existent. Il y en a quand même, que ce soit au niveau du Crous, parfois au niveau de l'université, et nous on essaye d'accompagner les étudiants vers ces dispositifs-là. Donc c'est tout ça. Et je pense qu'aussi parler de cette précarité-là, la mettre en avant, c'est aussi une manière de la combattre, parce que on a vu pendant le Covid qu'il y a eu une mise en lumière de cette question-là, qui a quand même permis de débloquer des choses, comme le repas à 1 euro. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le repas à 1 euro s'il n'y avait pas eu tous ces reportages sur les longues files alimentaires et tout ça. Ça a permis de mettre en avant ce sujet-là et d'en faire un vrai sujet politique, parce que c'est un sujet politique. Alors on voit aujourd'hui des étudiants aussi qui sont obligés de dormir dans leur voiture. Alors le logement, on en parle aussi, j'allais presque dire hélas, un peu chaque jour ici au micro de la matinale et dans bien d'autres médias. C'est un problème pour tout un chacun, mais c'est aussi un problème pour les jeunes étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se loger. Là aussi, est-ce qu'il y a des actions? Est-ce qu'il y a des interpellations aussi au niveau du monde politique? C'est forcément plus difficile parce que le logement, c'est du temps long. On peut difficilement faire l'équivalent de distribution alimentaire pour le logement. Mais oui, il y a aussi des choses, évidemment. Il y a beaucoup d'interpellations. Notre syndicat national, qui s'appelle l'Union étudiante, il a sorti une enquête sur le mal-logement récemment, qui montrait que, selon les critères du mal-logement, notamment de la Fondation Abbé Pierre, on considère qu'un étudiant sur 2 est mal logé, c'est-à-dire a subi des conditions de logement qui sont mauvaises. Ce qui est quand même extrêmement alarmant. Et qu'on a environ en France 87 000 étudiants qui, à la rentrée, n'ont pas de logement. Et alors, nous, en Bretagne, à Rennes notamment, on le voit à chaque rentrée, c'est clairement de pire en pire. Il y a de plus en plus d'étudiants qui savent qu'ils sont à l'université, mais qui ne trouvent pas de logement parce que c'est trop cher, parce qu'il n'y en a pas, parce qu'aussi il n'y a pas assez de logements Crous, c'est clairement un enjeu. C'est probablement, à mon sens, la principale difficulté des étudiants pour les années à venir. Là, c'est clairement l'enjeu central, et malheureusement, c'est du temps long. Donc, on peut trouver des solutions. Ça peut être des nuits d'hôtel ponctuelles pour les étudiants qui, sinon, dorment à la rue, des choses comme ça, mais évidemment, c'est pas périn. Donc, les solutions longues, c'est construire des logements, et ça, forcément, ça prend du temps, et ça demande des nombreuses concertations. C'est un travail de longue haleine, voilà, et qu'on essaye de mener, mais qui n'est pas simple. J'imagine aussi un travail auprès des politiques, parce qu'on est là aussi sur une politique d'aménagement du territoire. Ça peut sembler un peu loin du monde étudiant, mais c'est important de le signaler. C'est pas loin, je pense que justement, c'est pas loin du tout du monde étudiant. Je pense que pour le coup, c'est vraiment un enjeu concret du milieu étudiant, que l'anticipation des années à venir et effectivement la concertation avec le monde politique pour mettre en avant cette question du logement étudiant, parce que on va se le dire honnêtement, pour une mairie, une collectivité,
des logements étudiants, c'est pas très intéressant, parce que c'est pas des loyers très élevés. Ça rapporte pas. Ça rapporte pas grand-chose, alors qu'il y a des quartiers où vous pouvez faire des logements plus chers, etc. Et là, c'est très intéressant. Donc, pour une collectivité, c'est pas forcément évident au départ de construire des logements étudiants. Et pour ça, il faut des acteurs qui interpellent ces politiques-là et qui favorise ce message-là de dire il faut construire des logements étudiants parce qu'il y a un enjeu là-dessus. Et on y participe, mais il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui essayent de susciter de l'intérêt à cette question-là et à pousser pour cette construction de logements étudiants. Alors il y a aussi le bien-être des étudiants. Alors des fois on entend des messages un peu réactionnaires du genre bah oui mais les étudiants ils s'amusent, ils font la fête le jeudi soir, etc. Mais il y a aussi au chapitre de la précarité les étudiants qui travaillent, qui ont des petits boulots pour pouvoir subsister et qui malheureusement des fois décrochent, arrêtent leurs études parce qu'ils ne peuvent pas conduire les deux. Est-ce que là aussi il y a une réelle réflexion politique à avoir? Ah bah oui, c'est sûr. Nous, on a une revendication qui est une très ancienne revendication du milieu étudiant, qui date au moins après la Seconde Guerre mondiale. C'était déjà en discussion, donc c'est très ancien. L'idée que les étudiants ne doivent pas travailler pour pouvoir se concentrer sur leurs études. Et pour ça, on ne connaît encore qu'une solution, c'est d'avoir un revenu étudiant dédié. C'est sûr. Aujourd'hui, il y a des partis politiques qui portent cette proposition-là. Il y en a, et pas qu'un seul d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on voit qu'on en est encore loin. Et il y a encore des discours, comme vous l'avez dit, qui considèrent que le travail des étudiants, ça leur permet ça les épanouit, etc. Alors qu'on voit très bien sur le terrain que les étudiants qui travaillent, c'est aussi ceux qui ont le plus de mal dans leurs études. C'est concret. Quand on a moins le temps de travailler ses cours ou d'aller se cultiver, parce que à l'université, on valorise beaucoup la culture générale et quand on n'a pas le temps de la travailler parce qu'on travaille à côté, bah forcément, on est aussi défavorisé. Donc, clairement, c'est un enjeu central et il faudrait pour ça avoir des mesures concrètes, mais qui coûtent cher. Et on voit que c'est pas ce gouvernement-là qui va probablement les mettre en place, malheureusement. Une forme de revenu universel pour les étudiants, finalement. C'est ça, oui, c'est l'idée, c'est-à-dire un revenu pour tous les étudiants parce qu'ils sont étudiants. Voire même, on pourrait dire parce qu'ils sont jeunes, mais ça c'est un débat. Mais en tout cas, l'idée que quand on étudie, en fait, on n'est pas forcément considéré comme travailleur, mais en tout cas, on doit pouvoir étudier dans des conditions sereines sans avoir à travailler à côté. Sinon, on favorise de fait ceux qui ont le plus de moyens, qui n'ont pas besoin de travailler. Et ça, c'est un vrai problème d'inégalité fondamentale. Et c'est pour ça que cette revendication-là, ça fait des années qu'elle existe et qu'elle va continuer à être portée. Ça pourrait peut-être aussi combler un petit peu la différence sociale, parce que je le disais tout à l'heure, et sans jugement aucun, il y a des étudiants qui viennent de familles plus aisées, qui ont peut-être un peu plus de facilité que ceux qui viennent, par exemple, du monde ouvrier, qui vont accéder aux études, le fameux ascenseur social, on en parle souvent. Il y a aussi, j'allais presque dire un serpent de mer, on en parle souvent, cette fameuse réforme de l'université. Un jour, un politique, je ne sais plus lequel, a dit, de toute façon, on ne réformera jamais l'université. C'est pas possible. Alors, pour le coup, ça me semble tout à fait faux, puisque les réformes sont quand même relativement régulières. Mine de rien, c'est comme dans l'éducation nationale, on dit souvent que c'est pas réformable. En résultat, on a des réformes quasiment tous les 2 ans. Donc, je jouais un peu la provoque. Oui, non, mais c'est un discours qu'on entend et qui est faux, parce que pour le coup, il y a des réformes régulièrement, nous, en l'occurrence, les réformes récentes, on est plutôt clairement contre, mais il y en a souvent. Et là, on a vu, c'est le président de la République qui a annoncé l'acte 2 de l'autonomie des universités. Alors, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça n'annonce pas forcément grand-chose de positif, parce que l'autonomie des universités, ça a aussi eu des conséquences très négatives, notamment sur le financement des universités, parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à dire aux universités, maintenant c'est à vous de trouver vos propres financements. C'est une forme de désengagement, finalement. Exactement, un désengagement de l'État, à qui on dit, maintenant aux universités, allez-y, maintenant c'est à vous de trouver des financements, trouvez-vous des partenaires, des choses comme ça. Et en fait, tout le temps qu'on cherche à chercher de l'argent, on ne le consacre pas à trouver des meilleures formations, à travailler à ces questions-là. Donc c'est du temps perdu pour les étudiants, et c'est en plus créer de la précarité pour les universités qui sont dans des situations de plus en plus difficiles, clairement. Et une forme de concurrence possible entre les différentes universités, qu'elles soient réparties à un point ou à un autre du territoire. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une crainte de voir arriver des fonds privés, une forme de, alors je mets les guillemets qui s'imposent, de privatisation de l'université, de privatisation de la connaissance finalement? Oui, tout à fait. C'est qu'en fait, plus on pousse l'université à aller chercher des partenaires, plus forcément les partenaires qui ont de l'argent, c'est le privé. Et donc forcément, ça pousse à des partenariats, à des choses qui amènent de plus en plus l'université à s'ouvrir vers le privé
et à, oui, je pense qu'on peut le dire, privatiser une partie de leurs activités. Je vais pas citer, j'ai un exemple en tête, je vais pas citer le nom pour pas mettre en cause, mais par exemple récemment il y a une université qui a mis en place une fondation dans laquelle vous avez des grandes entreprises comme EDF, comme Veolia, enfin tout ce qu'on peut penser, public mais aussi des entreprises privées, et qui par exemple va se mettre à acheter des logements pour faire du logement étudiant. Ça c'est à mon sens un dévoiement total de l'université, c'est pas à l'université de faire ça. Et, on rentre un petit peu dans un système à l'américaine. Exactement, bah, malheureusement c'est vers ça qu'on va, en tout cas un système à l'anglo-saxonne où on pousse de plus en plus l'université vers le privé, et la conséquence logique de ça, c'est qu'à la fin, on va être obligé d'augmenter les frais d'inscription. Parce que quand on demande de plus en plus d'argent aux universités, à un moment, il y a un moyen pour les universités d'avoir de l'argent, c'est les frais d'inscription. Aujourd'hui, c'est pas possible pour les universités de les augmenter, sauf dans des cas où ils sont dans des établissements expérimentaux. Bon, ça existe, mais c'est pas encore la règle. Mais malheureusement, quand le président de la République parle d'acte 2 de l'autonomie des universités, il y a quand même un grand risque qu'on aille vers ça. Et ça, c'est un des grands enjeux à venir pour l'université, et c'est quelque chose qu'on va combattre évidemment férocement. Alors aujourd'hui, on parle aussi de beaucoup de jeunes qui orientent leurs études, souvent en deuxième partie d'études, et qui partent à l'étranger. Donc c'est autant de talents qu'on perd aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder ces jeunes talents ? D'abord, je pense qu'il faudrait pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Moi, par exemple, je connais pas mal de gens qui cherchent à faire des doctorats. Trouver aujourd'hui des financements pour un doctorat, notamment en sciences sociales ou en sciences humaines, c'est très difficile. Il y a de moins en moins de financements. C'est notamment dû aux réformes récentes qui ont rendu plus difficile ces financements. Et donc déjà, si on voulait que ces gens-là restent en France, il faudrait leur offrir des perspectives qui sont meilleures que celles qui existent aujourd'hui. Je dis pas que c'est mal de rechercher en France et qu'on est forcément dans des mauvaises conditions, mais en tout cas, il n'y a pas forcément assez de place pour tout le monde, et donc malheureusement, on pousse des gens à aller vers l'extérieur. Et j'en profite pour parler d'un autre sujet, mais qui est très lié. Quand on voit aujourd'hui comment on traite les étudiants étrangers, et comment le discours qui se tient aujourd'hui à l'occasion de la loi immigration notamment, forcément ça pousse pas les gens à rester étudier en France, ou même à venir étudier en France. Donc déjà, si on commençait à avoir un discours respectueux de tout le monde et à offrir des perspectives, ça irait mieux. Ce serait déjà une bonne base. Alors, vous m'avez un petit peu devancé sur cette loi immigration, Nathan Guillemot, justement, la question de ces étudiants étrangers qui viennent étudier en France et qui parfois restent dans notre pays et ils font de belles carrières, et il faut le souligner. Est-ce que vous trouvez que là, on pousse un peu le bouchon trop loin, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire, voilà, on a mis le statut des étudiants finalement dans le même statut que les réfugiés, sans se dire qu'il y avait des gens qui venaient, qui étudiaient, qui repartaient. Voilà, c'est plus fluide que ce qu'on peut imaginer. C'est sûr, mais les discours qu'on a entendus pendant les discussions sur l'immigration étaient proprement scandaleux. On a entendu des sénateurs dire que les étudiants étrangers, c'était aujourd'hui une nouvelle filiale d'immigration. Enfin, c'est complètement hors du sol des réalités. Aujourd'hui, dans les universités, les étudiants étrangers, c'est une part fondamentale de la vie des universités et même de certaines grandes écoles. Moi, j'ai en tête Polytechnique, par exemple, vous avez une part d'étudiants étrangers qui est extrêmement importante. Polytechnique, ça ne tournerait pas sans les étudiants étrangers. Donc, et là, on est sur l'excellence. Voilà, on est sur ce qu'on envoie souvent comme le modèle de l'excellence universitaire, et c'est une grande école qui accueille énormément d'étudiants étrangers et qui d'ailleurs a fermement pris position contre l'immigration pour ces raisons-là. Voilà, je dirais, c'est pas que par gaieté de cœur qu'ils l'ont fait, c'est aussi parce que concrètement ça allait contre leurs intérêts en tant que grande école. Et nous, à l'université Rennes 2 par exemple, on a un nombre d'étudiants étrangers extrêmement important, et on a envie de les garder parce que c'est une vraie richesse, et on se voit pas tourner et vivre sans eux, parce que c'est une part fondamentale de la recherche, et ça permet de faire vivre l'université comme une communauté, et vraiment d'échanger les savoirs. Voilà, on n'a pas du tout cette vision-là de se refermer sur les autres. C'est pas du tout l'ambition qui devrait être celle de l'université. Richesse culturelle aussi, vous le soulignez, c'est important de le dire. Alors évidemment, il y a aussi des préoccupations. On a vu ces photos qui ont circulé, je pense qu'elles ne vous ont pas échappé, à l'université de Lille, où on voit des femmes voilées, des jeunes femmes en l'occurrence voilées, qui sont dans les salles de classe. Alors on va être prudent sur la source des photos, c'est toujours important de le souligner. Mais est-ce que finalement, dans l'université, la religion... Alors, je dis bien les religions, on va faire très simple, les religions prennent de plus en plus de place. Sincèrement, moi, je ne le ressens pas du tout.
faut quand même se rappeler que les universités, c'est un lieu d'études, mais c'est un lieu d'études pour des adultes. Donc, on va pas commencer à contrôler la religion de gens qui sont adultes et qui font bien ce qu'ils veulent de leur vie. Je pense que clairement, l'enjeu aujourd'hui, c'est pas la religion. Moi, j'entends jamais parler de religion à l'université. Les étudiants, c'est pas du tout leur priorité. Je pense que c'est un sujet sur lequel on ferait mieux de tout simplement d'arrêter de se triturer la tête avec ça. Il y a plein d'autres problématiques à régler. Donc non, moi, j'ai pas du tout l'impression que ce soit un enjeu aujourd'hui. Clairement pas. Là aussi, ça peut participer du climat ambiant, si vous me permettez le terme, lorsqu'on voit circuler ce genre de messages, ce genre de photos. Ah bah oui, bien sûr. Mais les gens qui prennent des photos de ça et les postent sur les réseaux sociaux pour dénoncer, évidemment, ils ont une idée derrière la tête, c'est d'entraîner ce climat raciste qui est déjà bien entamé, notamment depuis la loi immigration, même si c'est bien évidemment plus antérieur à cela. Mais évidemment que les gens qui font ça sont des gens malveillants qui n'ont qu'une idée, c'est de propager leurs idées et de faire avancer leur cause. C'est parfaitement cynique comme démarche. Je pense que je suis même pas sûr que ces gens-là, ils ont une vraie peur en voyant ça. Je pense qu'ils prennent leurs photos en ayant leur idée derrière la tête, leur idée cynique de faire avancer leur cause et ils s'en moquent bien de savoir ce que pense la personne qu'ils ont pris en photo, pourquoi la personne est voilée ou pas. Ils se posent même pas la question. Ce qui les intéresse, c'est de faire avancer leur cause, c'est tout. Je pense pas que ce soit une démarche très honnête intellectuellement, clairement pas. Alors on dit souvent, lorsqu'il y a des conflits, oh là là, l'université de Rennes est en colère, Rennes la Rouge, j'ai lu ça au gré de quelques commentaires sur les réseaux sociaux qui sont pas toujours sociaux, il faut bien le dire. Est-ce que effectivement, le fait que l'université de Rennes soit plutôt à gauche, est-ce que ça fait avancer des choses ou est-ce que ça fait des blocages? Alors quand je parle de blocage, je parle de blocage politique. Alors c'est l'université de Rennes 2 surtout, parce que je pense que l'université de Rennes ne voudrait pas être associée à cela. Connaissant un petit peu l'image de l'université. Vous avez raison de me rappeler. À Rennes 2, c'est vrai, il y a une tradition très importante du mouvement social et de lien avec le mouvement social étudiant. Ça c'est vrai, et c'est le cas d'autres universités. Je pense à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. On parle souvent de Paris, le campus de Tolbiac. Il y a quelques campus comme ça qui sont historiquement liés au mouvement social. Moi, je trouve que ça a quelque chose de positif en cela que c'est une université qui est toujours très au fait de l'actualité. Moi, je trouve que c'est plaisant. Après, je suis étudiant en histoire, donc j'aime ça aussi. Une université où on prend à bras-le-corps les questions politiques, où on parle de politique, où on s'intéresse à ça. Je trouve que c'est quand même très, très intéressant et très riche. Oui, c'est arrivé que Rennes 2 soit un peu à l'avant-garde de certains mouvements sociaux et entraîne d'autres universités. C'est pas toujours le cas. Parfois, on suit et on embarque, on suit un mouvement, ou parfois non. Et parfois, même, il se passe pas grand-chose. C'est, je dirais, comme toute université, comme tout endroit. Parfois, ça suit pas. Mais en tout cas... il y a parfois des blocages pour des raisons politiques, mais c'est souvent fait avec des revendications claires, et c'est pas gratuit, c'est pas fait comme ça un matin en se levant, en se disant tiens on va bloquer, non, ça se passe pas comme ça. L'étudiant en histoire que vous êtes, j'ai envie d'entendre pour ces 5 petites dernières minutes le constat que vous faites sur la société d'aujourd'hui, avec le regard de l'histoire évidemment. On a une société qui se tend, qui se fracture, on en a parlé quasiment tout au long finalement de cette interview. Est-ce que c'est quelque chose qui... je pose souvent la question aux différents invités, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous interpelle, est-ce que vous dites finalement l'histoire est en train de repasser les plats? Moi, vous savez, je pense que en soi, il y a toujours eu des périodes de tension dans l'histoire et qu'on a parfois tendance à toujours voir le pire dans notre période. Moi, je suis historien, en plus, surtout sur les années 30, donc en termes de tension politique, je connais un peu le sujet. Et c'est vrai qu'on n'en est quand même pas là, faut être honnête. Maintenant, moi, je suis très inquiet quand je vois des inversions de discours, quand je vois qu'on commence à dire que l'extrême droite, le Rassemblement national, finalement, ils ont un discours tout à fait raisonnable et que la gauche, c'est eux qui sont les vrais dangereux. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très inquiétant. Et effectivement, quand on étudie l'histoire, on voit que quand ces choses-là arrivent, c'est souvent un prélude au pire. Quand on commence à inverser les valeurs et à voir dans l'extrême droite, finalement, la voie de la raison, et dans le camp de la gauche, je parle même pas de la gauche particulièrement radicale, juste de la gauche au sens large, quand on commence à voir dans ce camp-là le camp du danger, le camp de la révolution à tout prix, etc.,
en fait, c'est là où on commence à aller vers le danger. Donc là, oui, ça, c'est clairement une inquiétude. Maintenant, je pense que rien n'est jamais fait à l'avance et que l'histoire, justement, elle peut jouer bien des tours et que parfois, on ne sait pas ce qui va se passer demain et qu'il y a toujours des surprises possibles et que rien n'est acquis à l'avance. Ça, c'est quelque chose... Quand on est militant, je trouve que c'est important de se dire demain n'est pas fait et on va aussi participer à faire demain. Ça, c'est important. Sur les réseaux sociaux, on voit passer beaucoup de choses, beaucoup d'invectives, beaucoup de colère, beaucoup d'appels parfois, jusqu'à l'appel au meurtre, pour des futilités même parfois. Est-ce que là aussi, c'est un autre prisme que l'historien doit prendre en compte, et on parle aussi des fake news et de la réécriture de l'histoire. Est-ce que c'est justement un autre prisme que vous devez prendre en compte pour l'avenir finalement? Oui, alors, je pense que les historiens qui écriront l'histoire de notre époque et de même des 10-15 dernières années auront une vraie question sur les réseaux sociaux, même en termes d'archives. Qu'est-ce qu'on fait des réseaux sociaux? C'est sûr, parce que ça change complètement le rapport à l'information. On est dans un rapport instantané qui est extrêmement important. Tout le monde peut donner son avis, tout le monde peut réagir immédiatement, tout le monde peut interagir. C'est vrai que c'est quelque chose qui change complètement le rapport au monde, aux politiques, à l'actualité. Je veux dire, quand on voit des conflits comme la guerre en Ukraine ou le conflit en Palestine-Israël, on n'a jamais été aussi au fait de ce qui se passe là-bas, mais aussi on est en proie aux fake news, à la propagande de guerre de chaque camp. Il y a clairement quelque chose qui est à travailler là-dessus, et de toute façon, je pense que voilà, c'est comme tout grand bouleversement de chaque société, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure, et qui se régule, et c'est quelque chose de long, comme quand la télévision est apparue, ça a pris du temps avant que ça rentre dans les mœurs, et qu'on commence à la réguler, etc. Et d'ailleurs, on n'est sans doute pas terminé aujourd'hui, donc voilà, c'est... Comme tout média, comme tout bouleversement, ça va se réguler, mais c'est un travail long et ça va malheureusement prendre du temps. Voilà. Alors on laissera le temps long. Nous, on aime bien le temps long à la radio et à Bretagne 5. Voilà, la radio qui a été un instrument important lors de la dernière guerre mondiale, il faut le dire. Elle était en plein âge d'or. Voilà, on poursuivra évidemment la réflexion. Un dernier mot, puisqu'on parle des médias, il y a j'allais presque dire cette affaire CNews, cette chaîne de télévision très conservatrice du groupe Bolloré. Reporters sans frontières a entrouvert la porte avec le Conseil d'État pour dire voilà, il faut que l'ARCOM, l'autorité de régulation, puisse rappeler un peu ces news à l'ordre, en tout cas pour l'équité du temps de parole des différentes sensibilités politiques. Est-ce que c'est dangereux d'entrouvrir la porte dans ce sens-là? Est-ce qu'on court à la censure, en un mot? Je ne sais pas si on court à la censure. En tout cas, moi, à mon avis, l'enjeu central, c'est... moi qui vis des médias d'opinion, ça ne me choque pas. Fondamentalement, ça existe, ça a toujours existé. Dans l'histoire, c'est quelque chose de tout à fait commun. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a un déséquilibre en termes de qui possède les médias. Vincent Bolloré, le problème, c'est qu'il possède énormément de médias et que son emprise est en train de s'élargir. Et qu'il n'y a pas le pendant de Vincent Bolloré pour la gauche ou des choses comme ça. C'est peut-être là plutôt le problème. Moi, je vais vous dire très sincèrement, je suis évidemment pas d'accord avec ce qu'il dit sur CNews, et il y a sans doute des choses qui sont condamnables. Je pense qu'il faut le séparer, ça. Je veux dire que quand il y a des propos qui sont tenus, qui sont racistes ou islamophobes ou homophobes, etc., bah ça c'est condamnable par la loi. Maintenant, ça ne me choque pas qu'il y ait des médias d'opinion. Ce qui me dérange, c'est que les médias d'opinion sont souvent quand même du même camp. Et ça, c'est peut-être ça le vrai problème. Voilà. Voilà, là aussi, on poursuivra la réflexion. Alors, en tout cas, nous, on est libre et indépendant. Il n'y a pas de milliardaire derrière Bretagne 5. Je tenais à le dire ce matin. Merci infiniment, Nathan Guillemot. Je rappelle que vous êtes vice-président étudiant et vie étudiante à l'Université de Rennes 2 pour l'Union Pirate. Merci d'être venu nous apporter votre éclairage sur la vie étudiante et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.